Hiruma est un perdant qui a été adopté par le diable afin de pouvoir vaincre tous les démons de son école de monstres. Après que ses parents mauvais payeurs aient vendu son âme, un puissant démon l'a supplié d'être son petit-fils afin qu'il puisse se vanter auprès des autres démons. Depuis qu'Hiruma avait passé sa vie comme un paillasson sans âme, il a passé un pacte avec le diable et s'est inscrit dans une école de démons. Cependant, Sullivan l'a prévenu que si quelqu'un découvrait qu'il était humain, il serait mangé vivant. Lors de sa première rencontre, il découvrit que Sullivan était le directeur de l'école et le futur roi démon. Ensuite, un enseignant a demandé à Asmodeus, le représentant des étudiants de première année, de prononcer le discours d'ouverture. Cependant, alors qu'Asmodeus se dirigeait vers la scène, le professeur annonça qu'Hiruma prononcerait le discours en son nom, ce qui était clairement l'œuvre de Sullivan. Quand Hiruma arriva sur scène, il avait tellement peur qu'il ne cligna pas des yeux. Mais les étudiants ont pensé que c'était une décision insensée et ont commencé à le féliciter. Pendant ce temps, Hiruma essayait de savoir quoi dire lorsqu'un scénario de Sullivan apparut devant lui pour lui sauver la mise. Alors qu'Hiruma commençait à lire le discours, l'auditoire tout entier se tut sous le choc, et au moment où il eut fini, les étudiants crièrent de joie. Le professeur l'a ensuite réprimandé pour avoir scandé un sort interdit devant toute l'école. Et c'est à ce moment-là qu'Hiruma réalisa que le vieil homme sournois l'avait trompé pour qu'il prononce ces mots. Hiruma a demandé à quoi servait le sort, et le professeur lui a dit que s'il l'avait bien fait, cela l'empêcherait de tomber. Toute la journée après l'assemblée, Asmodeus a défié Hiruma en duel pour restaurer son honneur. Après avoir été humilié devant l'ensemble des étudiants, Hiruma savait qu'il avait de gros problèmes et a fait de son mieux pour expliquer à Zuko, je veux dire Asmodeus, qu'il n'avait pas prévu de l'humilier. Mais Asmodée refusa d'écouter. Il a attaqué Hiruma avec ses flammes, mais il n'avait aucune idée qu'Hiruma était un champion de ballon chasseur jusqu'à ce qu'il esquive habilement toutes ses attaques. Les étudiants autour étaient impressionnés et pensaient qu'Hiruma ne considérait pas Asmodeus comme une menace puisqu'il ne l'avait pas attaqué une seule fois. Cela a énervé Asmodeus. Alors il a décidé de battre Hiruma en utilisant les arts martiaux. Mais Hiruma s'écarta simplement du chemin et Asmodeus faillit tomber sur une fille. Heureusement, Hiruma l'a tiré en arrière et a sauvé la fille. Mais dans le processus, il a involontairement assommé Asmodée, puisque le sort qu'il avait dit plus tôt l'avait empêché de trébucher. La nouvelle de la défaite d'Asmodeus se répandit rapidement comme une traînée de poudre dans l'école. Et tandis qu'Hiruma souhaitait que la terre l'engloutisse en entier, Sullivan s'en donnait à cœur joie. À ce moment-là, Asmodeus entra dans le bureau et Hiruma prit peur, pensant qu'il était venu pour se venger. Mais à sa grande surprise, Asmodée lui jura sa loyauté. Depuis qu'il l'avait vaincu la veille, Hiruma avait décidé de faire profil bas à l'école. Cependant, Asmodeus n'avait rien de tout cela, alors qu'il s'inclina devant Hiruma devant les autres étudiants. Hiruma lui fit rapidement savoir qu'il ne voulait pas qu'il fasse ça. Alors les deux se dirigèrent vers la salle de classe où les nouveaux étudiants devaient convoquer leurs familiers. En chemin, Asmodeus expliqua que le type de familier invoqué par un étudiant jouait un rôle important dans la détermination du classement de l'étudiant. Peu de temps après leur arrivée, un professeur qui ressemblait à une arnaque de rogue entra, faisant de son mieux pour ressembler au sombre et mystérieux enfant Emo. Il s'est présenté comme étant le professeur Kalego et leur a dit qu'il serait en charge de la convocation. Il leur a ensuite montré comment effectuer l'invocation à l'aide d'un tableau d'instructions qui semblait appartenir à un épisode de Cocomelon et a déclaré qu'il n'hésiterait pas à faire échouer quiconque en utiliserait un faux. Les étudiants commencèrent bientôt l'invocation, et après qu'Asmodeus ait invoqué un serpent gorgone, les autres étudiants, dont Mr. Average, Stark et Broding, furent impressionnés. Cependant, il n'était pas très content de voir Hiruma tenter sa chance, car sa haine envers lui et son grand-père ne connaissait aucune limite. Hiruma, de son côté, avait peur parce qu'il n'avait pas de magie et était sûr que sa couverture serait détruite. Mais quand il se rappela que s'il échouait à l'invocation, il serait expulsé, il commença à sourire comme s'il prenait la pilule du bonheur. Hiruma s'est alors coupé le doigt et a mis du sang sur le seau, comme Kalego l'avait demandé, et a brûlé le papier. Lorsque la fumée s'est dissipée, il s'est retrouvé à regarder la moitié supérieure de Kalego, qui n'était pas très content et pensait que c'était une farce stupide. Il a crié à Hiruma de mettre fin à l'invocation. Alors Hiruma a couru pour retirer ses jambes de l'autre côté du cercle d'invocation. Mais quand Kalego lui a dit de pousser, il a mal compris et a poussé le reste de son corps à travers le cercle. Au moment où son corps a traversé, il s'est transformé en l'oiseau en colère le plus mignon de tous les temps et s'est évanoui d'embarras. Hiruma ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas, mais Asmodeus et les autres étudiants l'ont félicité pour sa capacité à faire d'un démon son familier
sans savoir que la seule raison pour laquelle il était capable de le faire était parce qu'il était humain. Quelque temps plus tard dans la journée, Iruma rencontra Asmodeus et les deux se dirigèrent vers la bibliothèque pour récupérer leurs livres. Mais avant qu'ils aient pu entrer, une fille aux cheveux verts est sortie de la porte comme une boule de bowling et a heurté les cartons empilés près du mur. Lorsque la jeune fille s'est levée, Iruma a essayé de lui parler, mais Asmodeus l'a arrêtée, disant qu'elle était une patiente évadée d'Arkham et qu'elle s'appelait Valak Clara. Clara était tellement excitée de les voir qu'elle a commencé à empiler les cartons. Cependant, avant qu'elle ait pu terminer, un professeur s'est approché d'eux. Il a réprimandé Clara pour avoir transformé les couloirs en pistes de bowling. Mais lorsqu'il remarqua Asmodeus et Iruma, il leur dit de prendre soin d'elle. Ne leur laissant pas le temps de se plaindre, il les attacha tous les trois avec une corde et utilisa sa magie pour les pousser en direction de la cour avec leurs livres. Dans la cour, Clara leur montra tous ses jouets et leur demanda de jouer avec elle. Mais Asmodée dit à Iruma de la refuser. Juste au moment où il s'apprêtait à le faire, elle prononça l'un des mots qu'il ne pouvait refuser, « S'il vous plaît ». Comme il était vraiment un jeu d'enfant, il a accepté de jouer avec elle. Ensuite, Asmodeus lui a demandé si elle était pleine de jus ou si elle était simplement riche en sucre pour qu'il se sente mieux. Clara tapota sur sa poche et en sortit une bouteille d'eau. Iruma fut impressionné et demanda si ses poches ressemblaient à des chapeaux magiques. Clara a expliqué que c'était un pouvoir que possédait sa famille. Le lendemain matin, alors qu'Iruma parlait avec son grand-père, Asmodeus et Clara arrivèrent. Le vieil homme lui demanda donc de rejoindre ses amis. Iruma a répondu qu'il n'était pas sûr qu'il soit de ses amis parce qu'il ne savait pas ce qu'il ressentait. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'école, il ne cessait de se demander s'ils étaient effectivement amis. Plus tard dans la journée, ils se rendirent à la cafétéria et Asmodeus expliqua que le rang d'un étudiant déterminait ce qu'il pouvait acheter. Comme ils n'étaient pas classés, ils avaient très peu d'options parmi lesquelles choisir. Dehors, dans la cour, Clara a donné de la glace aux garçons. Et pendant qu'ils mangèrent, Iruma a demandé s'ils étaient amis. Cependant, aucun des idiots devant lui ne savait de quoi il parlait. Alors il expliqua ce qu'était un ami et ils acceptèrent d'être amis avec lui. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Sullivan a fait savoir à Iruma qu'il l'avait mis dans la classe des inadaptés parce qu'il avait dit qu'il ne voulait pas se démarquer. Peu de temps après, Asmodeus et Clara arrivèrent et tous trois se dirigèrent vers l'école. Une fois arrivés à l'école, ils cherchèrent leur salle de classe, mais ne la trouvèrent nulle part dans la tour des premières années. Pendant qu'ils parlaient, Clara remarqua une flèche flottante et conclut immédiatement qu'ils devaient la suivre. C'est ce qu'ils ont fait. La flèche les a conduits à l'arrière de l'école, dans une grotte, et alors qu'ils descendèrent les escaliers, ils ont découvert que la décharge de l'école se trouvait juste à côté de leur classe. Ils décidèrent donc d'entrer. Malheureusement, l'ouverture de la porte a déclenché une série de pièges que leurs camarades de classe avaient tendus. Mais comme Iruma était un artiste d'évasion professionnel, il évitait d'être touché par les armes, même s'il était terrifié. Ses camarades de classe, en revanche, ont été impressionnés et ont déclaré que de la même manière qu'Iruma avait évité d'être touché, quelqu'un d'autre avait attrapé toutes les armes. À ce moment-là, ils remarquèrent Sabnok Sabro, l'idiot au cerveau musclé qui attrapait toutes les armes avec son corps parce qu'il n'était pas un mauviette pathétique qui évitait les situations dangereuses. L'instant d'après, il se disputa avec Asmodée. Il expliqua ensuite à Iruma que les démons étaient classés de 1 à 10 et que le roi démon était toujours choisi parmi ceux classés 10. Sabro a déclaré qu'il prévoyait d'être classé 10e, mais avant de pouvoir en dire plus, Kalego est entré dans la classe. Après avoir fait leur appel, il les a emmenés dehors et les a informés que leur première leçon était de parcourir un parcours mortel. Kalego leur expliqua comment ils étaient censés procéder pour l'exercice et les avertit de suivre le chemin balisé, disant que s'ils prenaient le deuxième chemin, ils pourraient avoir des ennuis avec le gardien. Lorsque la course a commencé, les élèves ont décollé en volant. Malheureusement pour Iruma, il était humain et ne pouvait pas voler comme le reste de ses camarades de classe. Mais cela n'a pas empêché Kalego de le pousser du haut de la falaise. Kalego s'est ensuite dirigé vers la ligne d'arrivée et a décidé de surveiller les élèves. Le seul qui s'en sortait bien était Asmodée, mais il eut bientôt des ennuis lorsqu'il réalisa que Clara avait fait du stop sur son dos. Sabro a décidé d'emprunter la voie interdite, croyant que les conditions difficiles feraient de lui le roi démon qu'il aspirait à être. Pendant ce temps, Iruma était porté par un corbeau démoniaque, mais celui-ci fut soudainement effrayé et le laissa tomber dans le nid du gardien. À l'intérieur du nid, Iruma rencontra un oiseau, qu'il prit pour le gardien. Lorsqu'il a remarqué que l'oiseau était blessé, il a essayé de l'aider à gagner sa confiance.
Il s'est coupé la main et a utilisé le tissu pour la panser avant de montrer la jambe blessée, indiquant qu'il voulait faire de même. L'oiseau tendit sa patte blessée, et juste au moment où Hiruma cherchait quelque chose d'assez grand pour l'attacher, son sang coula sur la blessure, et l'oiseau fut immédiatement guéri. Cela fit comprendre à Hiruma que son sang pouvait guérir les démons, et il se sentit heureux de ne pas être complètement inutile. L'oiseau désormais guéri a décidé de montrer sa gratitude en le transportant jusqu'à la ligne d'arrivée. Ailleurs, Sabro était dans une bataille perdue d'avance contre le gardien, mais l'âne têtu a refusé d'abandonner parce qu'il ne voulait pas devenir comme son père perdant. Juste au moment où le gardien était sur le point d'achever Sabro, Hiruma se plaça devant lui. Sabro fut impressionné par la capacité d'Hiruma à apprivoiser la bête et se demanda quel genre de démon il était. Pendant ce temps, sur la ligne d'arrivée, Asmodeus fut le premier à arriver avec Clara, et les deux furent surpris de découvrir qu'Hiruma n'était pas encore là. Finalement, les autres étudiants sont arrivés, et quand Hiruma et Sabro ne sont pas revenus, Kalego a déclaré qu'ils avaient échoué et a également retiré le nom d'Hiruma de la liste. Cependant, ils remarquèrent le gardien se dirigeant vers eux, et Kalego essaya de protéger les étudiants mais réalisa bientôt qu'Hiruma et Sabro chevauchaient sur son dos. Tout le monde fut surpris de voir qu'Hiruma avait apprivoisé la bête féroce et l'avait félicité pour cela. Cependant, Kalego s'est assuré de mettre Hiruma et Sabro en temps mort. Il a ensuite dit aux étudiants restants qu'un hibou déterminerait leur rang. Chaque élève a mis la main dans la poche du hibou et a récupéré ses insignes de grade. Mais quand ce fut le tour d'Hiruma, la chouette cria et s'envola. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi cela s'était produit. Mais Hiruma remarqua bientôt qu'au lieu d'un badge, le hibou lui avait laissé un anneau en or. Quand Sabro le vit, il se souvint de la prophétie sur le roi démon dont son père lui avait parlé. Hiruma a essayé d'enlever l'anneau, mais il ne voulait pas bouger. Alors il a demandé de l'aide aux autres. Cependant, lorsqu'il se rapprocha d'eux, ils s'éloignèrent. L'un de ses camarades de classe lui a alors fait remarquer qu'une ombre effrayante le suivait. Lorsque Sabro et Asmodeus essayèrent de l'aider, l'ombre épuise leur pouvoir et se met à crier. Hiruma était le seul à ne pas être affecté par cela, alors ils l'ont supplié d'arrêter cela, mais il ne savait pas comment. Hiruma fut surpris de voir son grand-père, qui nourrit l'ombre d'une partie de son pouvoir, lui permettant de se calmer. Il expliqua ensuite que l'anneau était connu sous le nom de Glutonous Feeder, et qu'il devait se nourrir de magie lorsqu'il devenait vide. Avant de partir, Sullivan a dit à Hiruma qu'il ne pourrait plus jamais enlever la bague. À la fin de la journée, Hiruma a reçu le rang le plus bas parce que le hibou était incapable de lui en attribuer un. Cela rendait Hiruma heureux, car il pensait que son faible rang le rendrait invisible aux yeux des autres. Mais il n'avait aucune idée que la nouvelle de la manière dont il avait apprivoisé le gardien et obtenu l'anneau avait été publiée dans le journal de l'école, et tout le monde parlait de lui. Une fois les rangs décidés, ils purent enfin suivre d'autres cours. Leur premier cours était celui de botanique, où leur professeur leur montrait comment faire pousser des plantes avec magie. Voir tout le monde avec leurs fleurs uniques a rendu Hiruma heureux. Alors il a décidé de tenter le coup. Puisque Sullivan avait stocké de la magie dans l'anneau, Hiruma a simplement imaginé la fleur qu'il voulait voir et a prononcé les mots magiques. Immédiatement, le pot commença à briller. Mais à ce moment-là, Sullivan l'a appelé et lui a dit de ne pas encore utiliser sa bague. Sullivan a expliqué qu'il n'avait pas encore ajusté son niveau de puissance. Hiruma n'eut pas l'occasion de lui dire qu'il était trop tard, car un énorme cerisier en fleurs poussait du pot. L'arbre était énorme, et lorsque la présidente du conseil étudiant, Azazel Ameri, l'a vu, elle a conclu qu'il venait du royaume humain. Alors qu'elle était seule dans son bureau, elle a ouvert un compartiment secret qui a révélé une étagère contenant différents volumes d'une série de mangas intitulée First Love Memories. Cependant, Ameri n'a pas compris ce qui était écrit dans le manga, mais d'après les images, elle a conclu que cela avait quelque chose à voir avec l'amour. Après avoir quitté Asmodeus et Clara, Hiruma était sur le point de stocker les produits de nettoyage lorsqu'il est accidentellement tombé sur Ameri. Lorsqu'il s'est excusé, la petite idiote a commencé à se souvenir des images qu'elle avait vues dans le manga. Elle a demandé quel était son nom, et au moment où il le lui a dit, le cerveau d'oiseau délirant a conclu qu'il essayait de la séduire. Tout comme dans le manga, cela n'a fait que renforcer sa théorie selon laquelle il était un humain. Elle essaya de se calmer pour ne pas provoquer de scène et décida que la meilleure solution était d'appeler son père, qui était le chef de la police de sécurité démoniaque, afin qu'il puisse emmener Hiruma. Hiruma a pris son silence pour de la colère, alors il a essayé de s'excuser. Chaque fois qu'il s'inclinait, Ameri faisait de même, et les deux finissaient par ressembler à des idiots, s'inclinant au milieu du couloir. Alors qu'ils essayaient de déterminer leur prochain plan d'action, le manga tomba de sa chemise. Mais avant qu'elle puisse le récupérer, Hiruma l'a récupéré,
et a commencé à se remémorer ses jours en tant qu'assistant travaillant sur le manga. Quand Améry réalisa qu'il pouvait lire les « textes interdits », comme elle les appelait, elle l'entraîna avec elle. Améry l'a conduit dans la salle commune et lui a demandé de lui lire le manga tout en essayant de se convaincre qu'elle le faisait pour déterminer s'il était un humain ou non. Heureux qu'il ne soit pas sur le point d'être transformé en filet de poisson, Hiruma lui fit joyeusement la lecture, ajoutant même ses propres effets sonores, dont Améry appréciait chaque seconde. Lorsqu'il eut fini de lire, il avait reçu une centaine d'appels manqués de son grand-père. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Améry a pris son téléphone et a ajouté son numéro. Elle lui a alors dit qu'il devait abandonner tout ce qu'il faisait et courir chaque fois qu'elle l'appellerait. Hiruma accepta donc et lui fit ses adieux. Le lendemain, avant qu'Hiruma ne parte pour l'école, Opéra lui a demandé s'il espérait retourner un jour dans le royaume humain. Mais au lieu de répondre, Hiruma a pesé le pour et le contre de vivre dans le monde souterrain. Voyant son indécision, Opéra lui dit que s'il obtenait un grade élevé, il lui serait possible de revenir en arrière. Pendant le déjeuner, Asmodeus remarqua qu'Hiruma était perdu dans ses pensées et demanda si tout allait bien. Mais avant qu'Hiruma ne puisse répondre, il reçut un SMS d'Améry. Il dit alors à Asmodeus qu'il devait être quelque part, et se leva pour partir. Mais Asmodeus et Clara insistèrent pour l'accompagner. Hiruma a réussi à les convaincre de ne pas l'accompagner, mais après son départ, ils ont dit à Sabro qu'il se comportait de manière suspecte. Sabro leur a suggéré de le suivre s'ils voulaient vraiment savoir ce qu'il cachait, ce qu'ils ont fait. Au moment où ils trouvèrent Hiruma, il se tenait devant la salle commune d'Améry. Alors qu'Asmodeus pensait qu'Hiruma préparait un plan diabolique pour reprendre l'école, en s'en prenant au président du conseil étudiant, Clara pensait qu'Améry essayait de lui voler Hiruma. Dans la salle commune, Hiruma fit la lecture à Améry, et quand il eut fini, il lui demanda quelle était son ambition. Elle lui a dit qu'elle voulait rendre l'école meilleure. Pendant qu'il parlait, Asmodeus faisait tout ce qu'il pouvait pour empêcher la folle Clara Queen de faire irruption dans la pièce et d'interrompre leur conversation. De retour dans la salle, Hiruma essaya de penser à quelque chose qu'il voulait accomplir mais n'y parvint pas. Alors Améry lui suggéra d'essayer d'augmenter son classement, car c'était le devoir de chaque élève, et atteindre cet objectif serait une bonne chose. À ce moment-là, Clara, qui semblait se battre pour le titre de leader du club des copines collantes, défonça les portes, comme si elle avait pris au sérieux la chanson Wrecking Ball, car c'est exactement comme ça qu'elle est entrée. Dès que les portes se sont ouvertes, Améry a rapidement caché le manga et a essayé d'agir normalement pendant qu'Asmodeus s'excusait d'avoir permis aux psychopathes dérangés de les déranger. Avant de quitter la pièce, Améry a rappelé à Hiruma de se souvenir de ce dont ils avaient reparlé, et lui a dit qu'elle l'attendrait au sommet. Quelques jours plus tard, alors qu'elle était assise sur les épaules de Sabro, Clara se plaignait du fait qu'Hiruma ne faisait que passer du temps avec Améry, le voleur d'hommes. Sabro lui conseilla alors d'essayer de le charmer avec ses charmes de séduction inexistants. Plus tard en classe, alors qu'ils choisissaient leur cours au choix, Hiruma remarqua que Clara était très sérieuse à propos du sien. Lorsqu'il en a parlé, elle a paniqué, faisant flotter le papier vers lui dans le processus. Dire que Tasegi a été choqué de voir qu'elle avait choisi le cours de séduction des succubes serait un euphémisme. Lors de leur première formation en séduction, leur professeur a utilisé une capacité appelée le Sundeer Scope pour mesurer le Reese des élèves. Alors que les autres filles ont reçu des notes élevées, Clara's Reese n'avait que 2%. Le professeur ne pouvait pas croire que quelqu'un de vivant puisse avoir un Reese proche de 0. Elle a immédiatement remis à Clara des livres spéciaux, lui disant de tous les lire car c'était le seul moyen de la sauver. Plus tard, alors que Clara boudait son manque de sex appeal, Hiruma vint la retrouver. Et lorsqu'il laissa échapper qu'il la voyait comme une fille, Clara devint étourdie. Elle lui dit alors qu'elle le ferait tomber amoureux d'elle d'une manière ou d'une autre, faisant battre le cœur d'Hiruma. Se sentant mieux dans sa peau, Clara entraîna Hiruma avec elle et, tandis que son professeur la regardait depuis le coucher du soleil, elle remarqua que le Reese de Clara avait augmenté à 10%. Pendant le déjeuner du lendemain, Hiruma dit à Asmodeus qu'il souhaitait élever son rang et lui demanda de l'aider à le faire. La première réaction d'Asmodeus fut de pleurer comme un bébé avant d'annoncer aux étudiants qu'Hiruma allait commencer à s'entraîner pour devenir un Yoda et diriger l'école. Ils se rendirent ensuite au gymnase souterrain, où Asmodeus expliqua que le moyen le plus simple pour Hiruma de gravir les échelons était de réussir les examens périodiques de promotion de rang. Il a en outre expliqué que l'examen était un jeu appelé Execution Cannonball, qui était très similaire au ballon chasseur humain. Après son explication, ils commencèrent tous les trois à s'entraîner, et Hiruma commença à avoir de l'espoir quant à ses chances de gagner. Asmodée lui suggère alors de demander de l'aide à son grand-père car il serait la meilleure personne pour le former. Hiruma a fait ce qu'il a suggéré et a demandé à Sullivan de l'entraîner.
Et pendant qu'il s'entraînait, Sullivan lui a montré comment utiliser son anneau magique pour améliorer ses compétences de lancer. Finalement, le jour de l'examen arriva, et Iruma avoua à Sullivan et Opera qu'il était nerveux. Alors Opera lui expliqua que dans le Netherworld, avoir peur de son ennemi équivalait à une défaite, et lui conseilla de transformer sa peur en excitation. À l'école, Kalego leur expliquait que leur promotion serait déterminée par l'équipe gagnante, et le rang des adversaires qu'elle frapperait. Il a ensuite partagé des brassards avec chacun d'eux pour former leurs équipes, et s'est assuré de placer Asmodeus et Iruma dans des équipes différentes. Asmodeus l'a accusé d'avoir tenté de le séparer d'Iruma, mais Kalego lui a dit d'arrêter de pleurnicher comme un enfant idiot et a déclaré qu'il l'avait fait pour égaliser l'équilibre des pouvoirs. Avant le début du jeu, Asmodeus a assuré à Iruma qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour l'aider et lui a dit de compter sur lui. Le jeu a continué et tout le monde, sauf Iruma et Asmodeus, a été éliminé. Quand Asmodeus s'en rendit compte, il envisagea de laisser Iruma gagner. Mais l'expression de détermination sur le visage d'Iruma le fit repenser sa décision. Il savait que permettre à Iruma de gagner saperait les efforts qu'il avait déployés dans son entraînement, et il eut honte de lui-même pour avoir même considéré son plan initial. Il décida alors de devenir sérieux et utilisa tout son pouvoir pour attaquer Iruma de front. Pendant ce temps, Ameri et les membres du conseil étudiant sont arrivés au gymnase, parce qu'elle était curieuse de voir comment l'entraînement d'Iruma avait porté ses fruits. De retour sur le terrain, Asmodeus lança littéralement une boule de feu sur Iruma, qui réussit à l'attraper et à la lui renvoyer, assurant ainsi la victoire de son équipe. Kalego, de son côté, ne pouvait s'empêcher d'admettre que ce qu'Iruma avait fait était impressionnant. Alors il a fini par le promouvoir au rang bête. Quand Iruma rentra à la maison ce soir-là, il dit à Sullivan et Opera qu'il avait été promu bête, et remercia Opera de l'avoir aidé à y parvenir. Quelques jours plus tard, la classe mystique rencontra son nouveau professeur, un joyeux camarade nommé Balsraman. Il les a ensuite emmenés dehors pour leur première leçon, qui était un cours sur l'interaction et les liens avec son familier. Il leur a demandé de convoquer leur familier pour que le cours puisse commencer. Lorsqu'il vit le serpent Gorgone d'Asmodée, il fut impressionné, mais Sabro a refusé de se laisser en reste. Alors il a invoqué son familier hybride, Poisson-Cheval. Les deux garçons commencèrent bientôt à essayer de s'intimider mutuellement avec le pouvoir écrasant de leur familier. Ensuite, Clara a invoqué son familier sous-développé, une arnaque de dinosaure, nommée Falfel. Robin a alors demandé à Iruma d'invoquer son familier. Mais il était hésitant et lui a dit que convoquer son familier signifiait la mort pour lui. Robin lui dit qu'il était rare qu'un maître ait peur de son familier alors qu'il le pressait de l'invoquer. Pendant ce temps, Kalego était dans son bureau en train de parler avec un collègue professeur, lorsqu'il a soudainement disparu et réapparu dans la classe d'Iruma sous sa forme d'oiseau. Kalego n'était pas content de cela et s'est assuré de le faire savoir à Iruma en lui ordonnant de mourir. Mais Robin, un débutant désemparé, était tellement excité de voir Kalego qu'il est venu le chercher et a commencé à se réjouir de combien il était mignon. Kalego a dit à Iruma que même s'il détestait sa forme d'oiseau, il la supporterait parce qu'il ne voulait pas perturber les cours, mais a dit qu'en retour, Iruma devait obtenir des scores élevés pour ne pas avoir l'air stupide devant Robin. Robin les interrompit alors en disant qu'ils devaient renforcer leur lien en jouant avec un jouet qu'il avait apporté avec lui. Alors que Clara était plus qu'heureuse de jouer avec Falfel, Kalego se plaignait. Robin a dit qu'il n'y avait aucun problème tant qu'Iruma était prêt à échouer le cours. Alors Kalego a accepté de jouer avec lui, même s'il en détestait chaque seconde. Pour aggraver les choses, Robin les a fait danser, courir dans le jardin et même faire une course à 3 pattes, ce qui a amené Kalego à souhaiter pouvoir s'occuper de Robin. Robin, quant à lui, était heureux qu'ils se lient. Lorsqu'ils décidèrent de prendre une pause, Iruma s'excusa d'avoir invoqué Kalego, mais il ignora les excuses et demanda à Iruma s'il ne l'avait pas invoqué alors qu'il était sur le point de se faire attaquer par le gardien de la vallée de Kutra parce qu'il avait l'air faible. Iruma lui assura que ce n'était pas le cas et lui dit qu'il ne l'avait pas invoqué parce qu'il ne voulait pas que Kalego ou le gardien soient blessés. Avant que Kalego ne puisse répondre, leur attention fut attirée sur Asmodeus et Sabro, qui étaient un peu sur le point de se battre avec leurs familiers. Kalego a dû intervenir, les battant avant de les réprimander pour leur stupidité. Il se tourna ensuite vers Robin et lui demanda d'expliquer pourquoi la confiance était importante entre les familiers et leur maître. Robin a dit que c'était parce qu'ils étaient ensemble partenaires, mais Kalego lui a dit qu'il avait tort. Il expliqua que c'était pour que personne ne soit blessé et que les familiers n'étaient pas des animaux de compagnie ou des partenaires. Ils pouvaient devenir violents à tout moment si leur maître ne faisait pas attention. Il a ensuite demandé aux étudiants de traiter leurs familiers avec respect, ce qu'ils ont tous fait jusqu'à la fin du cours.
Cependant, il s'est assuré de donner à Robin une pile de paperasse après le cours. Quelques jours plus tard, pendant le déjeuner, Iruma remarqua que la cafétéria était presque vide. Alors il demanda à Asmodeus s'il en savait quelque chose. Asmodeus était sur le point de répondre lorsqu'il fut interrompu par certains membres de son fan club qui utilisèrent Iruma comme tremplin pour essayer de lui parler. Asmodée les a réprimandés pour cela. Lorsque les filles l'entendirent appeler Iruma, elles reculèrent de peur car la rumeur circulant dans l'école était qu'il était un démon maléfique. Au moment où ils ont entendu la cloche, ils sont tous partis comme si le toit était en feu. Iruma a ensuite demandé à Asmodeus pourquoi ils étaient repartis si précipitamment. Alors il lui a montré un dépliant demandant aux étudiants de première année de rejoindre un combattant qui était une version scolaire des démons des clubs parascolaires. Asmodeus plaça ensuite Iruma à la table la plus proche de la porte, où il pouvait regarder les classes supérieures commencer la chasse aux recrues pour recruter les premières années parmi leurs combattants. Lorsqu'ils remarquèrent Asmodée, ils essayèrent de le recruter, mais il les chassa en créant un cercle de feu autour de lui et de ses amis. À ce moment-là, Améry et les autres membres du conseil arrivèrent, et Iruma vit sa présence effrayer un élève de classe supérieure qui harcelait un étudiant de première année. Améry s'approcha maladroitement d'eux et tendit à Iruma un dépliant, lui demandant de rejoindre le conseil étudiant, ce qui surprit tout le monde. Après le cours, ils se rendirent à la tour des combattants pour voir ce que les différents combattants avaient à offrir. Pendant qu'Asmodeus mettait le feu aux dépliants qui lui avaient été remis, Iruma les récupéra tous. Asmodée finit par brûler tous les dépliants avant que Clara ne lui rappelle qu'il était censé prendre uniquement les dépliants des combattants qui l'intéressaient. Juste au moment où Lyd demandait à Iruma quel combattant il avait l'intention de rejoindre, son anneau commença à briller et le fit voler autour de l'école jusqu'à ce qu'il entre en collision avec un élève de la classe supérieure. Iruma s'est immédiatement excusé, mais le garçon lui a dit que ce n'était pas de sa faute, et lui a expliqué que son collier était fait du même matériau que la bague d'Iruma, c'est pourquoi il a réagi de cette façon. Il a expliqué qu'il avait fabriqué le collier pour stocker de la magie parce qu'il était faible. Après avoir emballé ses affaires et être partis, Asmodeus et Clara trouvèrent Iruma, et, ensemble, ils allèrent avoir différents combattants. Ce soir-là, Sullivan a réglé la bague d'Iruma et lui a dit qu'il pouvait la régler au niveau qu'il voulait. Le lendemain, Iruma et ses amis continuèrent leur tournée de combat. Soudain, il y a eu une explosion dans une pièce voisine, et quand Iruma est allé enquêter, il a trouvé le garçon avec lequel il était entré en collision la veille dans une pièce remplie de fumée. Après que le garçon se soit évanoui, Iruma l'a aidé à atteindre une surface proche et l'y a déposé, après quoi le garçon s'est présenté comme étant Amikiro, le chef du combattant de l'appareil magique. Il proposa ensuite de faire visiter les lieux à Iruma et expliqua que le but principal du combattant était de créer des appareils magiques. Cependant, il a failli mourir 2 fois à cause d'une perte de sang parce qu'il a infusé certains objets avec sa magie pour montrer à Iruma comment ils fonctionnaient, ce qui a inquiété Iruma. Mais Kiryu lui assura qu'il allait bien et lui expliqua qu'il avait peu de pouvoir magique. C'est pourquoi il devait compter sur son collier. Iruma a ensuite posé des questions sur la machine qui a provoqué l'explosion. Alors Kiryu la lui a montré et lui a expliqué que c'était une machine qui pouvait améliorer la magie d'une personne. Mais il a dit qu'il avait du mal à la faire fonctionner. Iruma remarqua quelques pièces sur le sol, alors il demanda s'il pouvait y jeter un œil. Quand Kiryu a dit qu'il pouvait, Iruma les a reconstituées, ce qu'il ne pouvait pas faire pour Humpty Dumpty. Puis il plaça le cœur à l'intérieur de la machine avant de l'allumer et de montrer à Iruma comment cela fonctionnait. Kiryu a déclaré qu'il espérait détruire le fossé de pouvoir dans leur monde, provoqué par le système de classement. Alors qu'Iruma le regardait, il ressentit un profond sentiment de connexion entre eux. Alors, il demanda à Kiryu s'il lui permettrait de rejoindre le combattant, même s'il n'avait aucune magie. Kiryu lui a dit qu'il le ferait parce que le combattant était du genre à se soucier davantage des compétences que des capacités magiques. Le lendemain, Iruma, Asmodeus et Clara rejoignirent le combattant de l'appareil magique, et Kiryu fut tellement choqué qu'il s'évanouit. Plus tard, Iruma est allé voir Améry, déçu, qui avait espéré qu'il rejoindrait le conseil. Pendant qu'il parlait, Iruma laissa échapper qu'il avait rejoint un autre combattant, et Améry devint fou avant de lui demander une explication. Ailleurs, les 13 couronnes étaient en réunion pour discuter des divers événements qui s'étaient récemment produits dans le Netherworld. Au cours de leur conversation, ils ont conclu que les choses seraient différentes s'ils avaient un roi démon. Quelqu'un a suggéré de faire de l'un des 3 grands le roi démon. Cependant, Baal les a traités d'idiots même pour avoir suggéré cela, ce qui a conduit à une dispute. Pendant ce temps, au 666e étage, les 3 grands organisaient un concours pour déterminer qui avait le petit enfant le plus mignon. Lorsqu'ils découvrirent que Sullivan avait un petit-fils, ils lui demandèrent s'il avait kidnappé le garçon avant de convenir qu'il était effectivement beau. À ce moment-là, Henry,
l'un des procureurs de la couronne, entra dans la pièce et remit un mandat à Sullivan. Il a informé Sullivan qu'ils avaient reçu des informations indiquant qu'il était entré illégalement dans le monde humain et lui a demandé de se rendre au bureau de contrôle des frontières des démons. Sullivan a appelé Opera et l'a informé qu'il était détenu pour s'être rendu illégalement dans le royaume humain. Opera a souligné qu'il était coupable des accusations portées, mais Sullivan lui a assuré qu'il n'avait aucune preuve. Il a ensuite demandé à Opera de faire savoir à Iruma que même s'il ne serait pas à la maison pour la nuit, il ne manquerait pour rien au monde la Battler Party. Le lendemain à l'école, alors que Kalego s'adressait à sa classe, un des professeurs l'informa qu'on avait besoin de lui dans le bureau du démon chaise. Quand il est arrivé, ils l'ont informé que Sullivan avait été arrêté mais qu'il avait appelé pour nommer Kalego comme président par intérim du démon en son absence. Partie 5. Plus tard dans la journée, Iruma et les autres allèrent y trouver leur stand et se préparèrent pour la Battler Party. Lorsqu'ils trouvèrent l'espace de leur Battler, ils furent déçus de découvrir qu'il était aussi petit qu'un placard. Kurewa a admis que leur Battler avait peu de fonds, donc ils ne pouvaient pas se permettre de payer pour un espace plus grand, mais Iruma lui a assuré que cela ne les dérangeait pas. Il leur a ensuite suggéré de faire un feu d'artifice, puisque la Battler Party durerait jusqu'à la nuit. Plus tard, alors qu'ils étaient dans leur salle de combat, le feu d'artifice sur lequel Kiriwo travaillait lui a explosé au visage, obligeant Iruma et les autres à se précipiter à ses côtés. Kiriwo leur a assuré qu'il allait bien et a démontré la capacité particulière de sa famille, qui constituait un obstacle. Il a expliqué que la barrière l'avait protégé de l'explosion, ce qu'ils ont trouvé impressionnant. Après en avoir fabriqué un, ils l'ont testé et ont décidé d'en fabriquer un plus grand pour la fête. Plus tard dans la nuit, Iruma, Asmodeus, Clara et Kiriwo ont eu une bataille d'oreiller parce que Clara a insisté sur le fait que cela faisait partie du rituel de la soirée pyjama. Alors qu'il gisait sur le sol, épuisé, Kiriwo reçut un appel téléphonique et s'excusa pour le répondre. Au cours de l'appel, il a été révélé qu'il parlait avec Baal, qui a admis que c'était lui qui était la raison pour laquelle Sullivan avait été arrêté afin qu'il puisse détruire la cloche de l'école. Baal a ensuite demandé à Kiriwo comment avançait leur plan, et Kiriwo lui a assuré qu'avec l'aide de ses pions sans méfiance, tout se passait bien. Le lendemain, le groupe de combattants a été expliqué aux élèves via l'écran et ils ont été informés que leurs parents seraient invités. Plus tard, après qu'Iruma et les autres eurent fini d'installer leur rampe de lancement pour le feu d'artifice, Clara essaya de décorer leur présentation avec des étincelles et des paillettes, mais Asmodeus l'entraîna avec son familier. Pendant ce temps, Kiryuo s'est rendu à un atelier secret où il a eu un flashback de sa conversation avec Baal au sujet de leur projet de faire exploser l'école. Il décide alors de travailler sur sa machine, mais est interrompu par Iruma, dont la bague l'a conduit à Kiryuo. Quand Iruma a demandé quelle était cette pièce, Kiryuo lui a répondu qu'il s'agissait d'un atelier secret où d'anciens membres de leurs combattants travaillaient en secret sur des machines. Il a également expliqué que la fenêtre était insonorisée, donc ceux qui se trouvaient à l'extérieur ne pouvaient pas les entendre et que, comme la pièce était au grenier, ils ne pouvaient pas être vus. Ils parlèrent pendant un moment, après quoi Iruma dit à Kiryuo qu'il devrait essayer de remporter la première place lors de la présentation des combattants comme première étape pour atteindre son objectif d'égalité. Plus tard, Asmodeus expliqua à Iruma qu'ils déclencheraient leur feu d'artifice lorsque la cloche de l'école sonnerait pour signaler le début de la compétition. Pendant qu'il expliquait, la maladroite Clara a allumé la mèche, provoquant la panique. Mais comme il n'a pas explosé, ils ont réalisé que leur plus gros obus de feu d'artifice manquait. La scène s'est ensuite déplacée vers Kiryuo, révélant que c'était lui qui avait emporté le feu d'artifice dans son atelier secret. Pendant ce temps, Sullivan était toujours détenu par les agents de contrôle des frontières, et Henry ne savait pas s'il devait faire confiance aux informations qu'ils avaient reçues sur Sullivan kidnappant Iruma au coucher du soleil. Kiryuo était introuvable, ce qui inquiétait Iruma et les autres. Pendant ce temps, Kiryuo, qui surveillait tout le monde depuis l'atelier secret, détruisit son collier, libérant une vague d'énergie qui recouvrit toute l'école de multiples barrières. Ces barrières sont également apparues dans les couloirs des écoles, empêchant les élèves de circuler librement. Lorsqu'Iruma réalisa qu'il avait été séparé d'Asmodeus et Clara par une barrière, Ameri ordonna aux membres du conseil étudiant d'assurer la sécurité des élèves dans une autre partie du bâtiment de l'école. Kalego apprit que les barrières pouvaient être temporairement détruites. Il réalisa également que les barrières étaient lancées par quelqu'un avec beaucoup de pouvoir magique et ne pouvaient être abattues que par quelqu'un avec un pouvoir égal. Cela l'a amené à croire que celui qui était derrière cela avait quelque chose à voir avec l'enfermement de Sullivan. Kalego a alors contacté les autres professeurs et leur a demandé de dire aux élèves que les barrières faisaient partie d'une surprise pour qu'ils ne paniquent pas. Ensuite, il utilisa sa magie pour franchir la barrière et se dirigea vers la bibliothèque. De retour à l'atelier,
Kiryuo installa sa machine et y plaça la coquille de feu d'artifice afin qu'elle puisse être infusée de suffisamment de magie pour réaliser son plan. Cependant, il a remarqué depuis sa maquette de fortune de l'école que quelqu'un se dirigeait vers lui. Sa première pensée fut que c'était Iruma, mais il se souvint qu'il avait détruit son collier. Donc il n'y avait aucune chance que la bague d'Iruma réagisse à cela. Il a ensuite été révélé qu'Asmodeus et Clara utilisaient une carte de l'école et des poupées en papier pour guider Iruma jusqu'à Kiryuo. De retour dans la bibliothèque, Kalego découvrit que Kiryuo était derrière tout. Alors il en informa les autres professeurs et leur ordonna de l'attraper. Iruma était arrivé dans la réserve cachée que Kiryuo utilisait comme atelier. Et quand Kiryuo l'a laissé entrer, Iruma a remarqué qu'il avait abandonné son look ringard pour un look rétro de mauvais garçon. Partie 8. Il a ensuite demandé à Kiryu s'il était responsable de toutes les barrières autour de l'école. Et Kiryu lui a répondu que oui. Avant de révéler son engin, qui avait servi à charger un gros obus de feu d'artifice, Iruma demanda bêtement ce qu'il comptait en faire. Kiryu a admis qu'il allait faire exploser l'école. Il a déclaré que la destruction de l'école était la première étape vers la réalisation de leur plan, et il avait hâte de voir l'expression de désespoir sur les visages des élèves. Cependant, Kiryu remarqua qu'Iruma n'était pas affecté par son discours et demanda pourquoi. Iruma a expliqué qu'il avait vécu une vie très difficile, donc des choses comme celle-ci ne le dérangeaient pas. Il a ensuite ramassé la coquille du feu d'artifice, a sauté par la fenêtre et a lancé la coquille en l'air. En utilisant le mode Effort dans son anneau, Iruma a ensuite activé le mode Pandorola, qui a libéré toute la magie de l'anneau et a franchi la barrière sous la forme d'un dragon. Pour les étudiants qui regardaient depuis le sol, cela ressemblait à un simple feu d'artifice. Mais pour Kiryu, qui avait sauvé Iruma d'un sort avec Florcanus, c'était l'œuvre de sa vie qui tombait à l'eau. Quelques minutes avant qu'Iruma ne détruise les plans de Kiryu, Kalego et Robin franchirent la barrière de Kiryu et grimpèrent sur le toit. Robin a utilisé la capacité de sa famille, le Bullseye, pour tirer une flèche avec un message à Sullivan. Comme son nom l'indique, la flèche ne s'est arrêtée que lorsqu'elle a atteint sa destination. Après que Sullivan ait lu le message, il a quitté le bureau de contrôle des frontières. Il est arrivé à l'école juste au moment où la boule de feu Kaido explosait dans le ciel et s'est occupé des débris qui tombaient avant qu'il ne puisse blesser qui que ce soit. Cependant, les étudiants sans méfiance n'avaient aucune idée que leur vie était en danger et ont apprécié le feu d'artifice. Après s'être occupés de tout, Sullivan et les professeurs se dirigèrent vers la réserve, où Kiryu se trouvait avec Iruma inconscient. Lorsqu'ils les trouvèrent, Kiryu leur assura qu'il n'avait pas l'intention de s'enfuir. Alors Sullivan l'interrogea. Kiryu lui a dit qu'il avait tout planifié seul, parce qu'il voulait voir les regards désespérés sur les visages des étudiants avant qu'il ne l'emmène. Kiryu a demandé à Sullivan de dire à Iruma qu'il se reverrait un jour, et qu'il s'amuserait tellement. Juste au moment où le contrôle démoniaque des frontières arrêtait Kiryu, il lui a dit que c'était une longue histoire, et lui a dit qu'il lui expliquerait tout plus tard. Alors elle a regardé pendant qu'ils emmenaient Kiryu. De retour dans la pièce, Iruma se réveilla et trouva Sullivan souriant. Alors il demanda ce qui était arrivé à Kiryu. Sullivan lui a dit qu'il avait été arrêté par le contrôle démoniaque des frontières pour être interrogé, mais a mentionné qu'ils auraient du mal à le faire parler. Cela a inquiété Iruma. Alors il a demandé ce qu'il adviendrait de Kiryu. Et Sullivan a expliqué que puisqu'il avait commis un crime, il serait puni. Sullivan a ensuite sauté par la fenêtre dans la cour, permettant à Ameri de s'approcher d'eux et de gronder Iruma pour ne pas l'avoir prévenu avant de déclencher le feu d'artifice. Iruma s'est alors adressé aux étudiants, qui voulaient savoir à quel combattant il appartenait. Après s'être attribué du crédit à Asmodeus, Clara et Kiriwo, Sullivan l'a rabaissé. Iruma a ensuite été approché par ses amis, qui lui ont posé des questions sur Kiriwo. Ne voulant pas les inquiéter, il leur dit que Kiriwo était parti quelque part. Pour le reste du groupe, les étudiants ont voté pour leur combattant préféré. Au coucher du soleil, Iruma et les autres ont déclenché les feux d'artifice, et Iruma s'est assuré de prendre une photo avec Opera et Sullivan après avoir dit à Lyd et Jazz qu'ils étaient sa fierté et sa joie. Une fois le vote terminé et la fête touchant à sa fin, tout le monde s'est rassemblé dans l'auditorium pour écouter les résultats du meilleur combattant. Ameri a été annoncée comme présentatrice des prix, et après être montée sur scène, elle a commencé à annoncer les résultats. À la 3e place se trouvait le Succubus Battler, qui a reçu une nouvelle salle de club. En 2e position se trouvait le New Magic Battler, qui a reçu 1 an d'approvisionnement en eau bénite noire. Enfin, en 1re place se trouvait le Broadcast Battler, ce qui était assez inattendu mais néanmoins accepté, et leur chef a été doté d'une promotion de rang. Juste au moment où le MC était sur le point de conclure la cérémonie, Kalego lui a arraché le micro et a annoncé qu'ils ajoutaient une autre catégorie, appelée Tricky Award.
Kalego a ensuite annoncé qu'un représentant du combattant recevant le prix serait récompensé par une promotion de rang. Lorsqu'il a appelé le Magical Apparatus Battler sur scène, le public a éclaté d'applaudissements et d'acclamations parce qu'ils savaient tous qu'Iruma méritait le prix. Lorsqu'il monta sur scène, Kalego lui dit de ne plus jamais essayer de jouer Superman et lui conseilla de s'appuyer davantage sur ses professeurs avant de lui donner son nouveau badge. Après être descendu de scène, Sullivan a couru vers lui et l'a félicité pour son travail bien fait. Mais au moment où il a mentionné qu'Iruma attirait davantage l'attention, même s'il ne voulait pas se démarquer, Iruma a commencé à paniquer parce qu'il s'est soudainement retrouvé entouré de gens qui voulaient le prendre en photo ou lui parler. Quelques jours après la fête des combattants, Iruma était toujours le sujet de toute l'école et partout où il allait, salué par des fans adorateurs. Même lorsqu'il allait en classe, Asmodeus et Clara s'assuraient de plastifier une copie du papier de l'école avec la photo d'Iruma, en première page, et de la classeur. Alors qu'Iruma se dirigeait vers sa salle de classe, il sentit une présence menaçante derrière lui. Et lorsqu'il se retourna, il se retrouva face à face avec Henry. Les deux se retrouvèrent assis sur un banc à l'extérieur, et Iruma ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de déjà-vu qu'il ressentait. Pendant ce temps, Henry se rappelait comment Sullivan avait utilisé son pouvoir contre eux lorsqu'ils avaient tenté de l'empêcher de quitter leur bureau. Sullivan les avait épinglés avec son regard menaçant avant de leur dire qu'il avait promis à Iruma de revenir. Cela a suscité la curiosité chez Henry parce qu'il était certain qu'Iruma était humain et craignait que Sullivan ne le garde dans le monde souterrain contre son gré. Il essaya ensuite de laisser entendre que si jamais Iruma avait besoin d'aide, il pourrait venir le voir, mais ils furent interrompus par Améry avant qu'il ne puisse finir de parler. Elle fut surprise de voir son père avec Iruma, mais Henry lui dit qu'il avait seulement demandé à Iruma le chemin pour se rendre au bureau de Sullivan. Après leur départ, Asmodeus et Clara sont arrivés et ont dit à Iruma qu'ils étaient au courant de ce qui s'était passé avec Kiryu, mais qu'ils étaient prêts à attendre qu'il soit prêt à renverser le thé sur les événements de cette nuit. Quelques jours plus tard, Clara et Asmodeus sont arrivés dans la classe avec le journal de l'école qui avait la photo d'Iruma en couverture. Lyd a souligné que l'histoire de promotion d'Iruma était plus populaire que l'article sur Kuromu. Mais Iruma, qui n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Ainsi, Asmodeus leur a rappelé que parce qu'Iruma avait été protégé toute sa vie, il avait un handicap intellectuel, ils ont donc dû simplifier les choses pour lui. Il a ensuite expliqué qu'un Dengdal était un démon qui interprétait des chansons pour les démons traversant leur cycle maléfique et a expliqué que pendant le cycle maléfique d'un démon, ils étaient très dangereux. C'est pourquoi ils ont libéré leur mal refoulé en regardant si les Demdol interprètent leurs chansons sur scène. Lyd a ensuite diffusé une émission en direct de Kuromu, invitant tout le monde à regarder son émission en direct plus tard dans la journée. Après l'avoir regardé, Jazz a expliqué que, comme Kuromu était très populaire, ses billets se vendaient comme des petits pains. Donc ceux qui ne pouvaient pas les acheter pouvaient regarder son spectacle en ligne. Alors que Kamui donnait plus d'informations à Iruma sur Kuromu, il fut interrompu par une émission demandant à Iruma de venir dans la salle de diffusion. Il y courut donc avec Clara et Asmodée. Pendant ce temps, au Makaburo Dome, où Kuromu devait faire son spectacle, il a été révélé qu'elle était en réalité Caroli, un membre de la classe inadaptée. Alors qu'elle était assise dans sa loge, elle a commencé à paniquer et à s'inquiéter, car elle sentait que le livestream qu'elle venait de terminer était trop forcé. Mais elle s'est soudainement mise en colère en pensant à la façon dont Iruma est sorti de nulle part et lui a détourné l'attention. Sa colère a fait s'échapper ses pouvoirs, mais son manager est arrivé avant que les choses ne deviennent incontrôlables et l'a réprimandé pour son imprudence. Avant de terminer sa performance, elle a repéré Iruma dans la foule, ce qui lui a donné le choc de sa vie. Il s'est avéré qu'Iruma avait reçu des billets gratuits pour le concert. Elle a également essayé de garder son identité secrète, mais elle a finalement découvert qu'Iruma savait qui elle était. Au début, elle l'a piégée dans la glace pendant qu'elle essayait de déterminer son prochain mouvement, mais elle s'est vite rendue compte qu'elle devait le laisser partir avant de le geler littéralement. Elle lui a demandé comment il savait qu'elle était Caroli, pas Hannah Montana, et il lui a répondu qu'elle serrait habituellement les poings en classe, afin qu'il puisse relier les poings lorsqu'il regardait sa performance. Il lui a dit qu'il détestait la façon dont il se démarquait toujours sans le vouloir, et que son souhait était d'être aussi invisible qu'elle. Cependant, cela n'a fait que bouleverser Caroli, parce qu'elle ne pouvait pas croire qu'il était plus populaire qu'elle, alors qu'il n'essayait même pas de l'être. Dans son état de colère, elle commença lentement à utiliser sa magie de glace pour geler toute la pièce, mais s'évanouit rapidement à force d'en utiliser trop. Iruma se précipita à ses côtés et appela immédiatement à l'aide lorsqu'il réalisa qu'elle était en train de brûler. Après l'avoir placée sur le canapé, le manager a demandé à Iruma s'il avait fait quelque chose pour contrarier Caroli, et il lui a dit que Caroli s'était effondrée pendant qu'il parlait.
Le manager a ensuite expliqué que Caroline ne pouvait pas supporter la chaleur et que chaque fois qu'elle utilisait trop de magie de glace, elle finissait ainsi. À ce moment-là, un membre du personnel est entré dans la salle pour demander ce qui arriverait au spectacle depuis que Carole s'était évanouie. Le manager a déclaré qu'il n'avait dit pas d'autre choix que de l'annuler car Carole ne pouvait pas jouer dans son état actuel. Il a donc suggéré qu'un médecin s'occupe d'elle. Cependant, la gérante a expliqué que seul un membre de sa famille pouvait s'occuper d'elle et qu'il leur faudrait un certain temps pour arriver. À ce moment-là, Carole a pris la parole depuis le canapé et a dit qu'il ne pouvait pas annuler le spectacle parce que c'était la seule façon pour elle de montrer à sa famille qu'elle était douée pour quelque chose. Tante Carole s'est réveillée d'un rêve où elle essayait de convaincre sa famille de lui sourire. Elle s'est alors souvenue de son émission, mais lorsqu'elle a regardé l'heure, elle a découvert qu'elle avait dormi après l'heure d'ouverture. Cependant, elle a commencé à entendre la foule applaudir. Alors elle est allée enquêter. À sa grande surprise, elle a vu Iruma, Asmodeus et Clara se produire sur scène habillés en idoles. Carole n'en croyait pas ses yeux et était sûre de rêver encore. Mais son manager a expliqué qu'ils avaient insisté pour aider à sauver la série quoi qu'il arrive. Pendant qu'Iruma et les autres jouaient sur scène, Améry était sûre que le démon aux cheveux bleus était Iruma. Mais elle repoussa rapidement cette pensée. Elle rejoint bientôt le trio sur scène et ensemble ils terminent le spectacle. Après le concert, Carole s'est excusée auprès du personnel pour leur avoir causé des problèmes, après quoi son manager lui a remis un mot de sa mère, qui s'était occupée d'elle pendant qu'elle dormait à l'école. Le lendemain, Carole a averti Haruman de ne pas révéler son identité et il lui a assuré qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Une semaine plus tard, Iruma se réveilla en se sentant bien avec la journée à venir. Après avoir pris le petit déjeuner avec Sullivan, il partit à l'école avec Asmodeus et Clara. Le reste de la journée se déroula comme d'habitude. Et après les cours, Iruma se dirigea vers la salle commune pour lire des mangas à Améry. Mais pendant qu'il le lisait, il mentionna des secrets, ce qui poussa Améry à se demander si Iruma gardait des secrets. Elle se souvint alors de la poupée démoniaque aux cheveux bleus qui avait ouvert pour Kuromu, et commença à se demander si c'était vraiment Iruma. Dans une tentative de satisfaire ses pensées vagabondes, Améry demanda maladroitement à Iruma s'il avait quelque chose qui le dérangeait et dont il aimerait parler, et il lui assura qu'il n'y avait rien. Mais elle a insisté sur le fait que si quelque chose arrivait, il pourrait toujours lui parler. Iruma a alors demandé une collation, alors elle en a pris une et l'a placée dans sa main. Mais au moment où elle le toucha, elle sentit son cœur s'emballer, ce qui fit s'emballer son esprit. Plus tard dans la nuit, alors qu'Iruma était allongé dans son lit, il réalisa qu'il était tellement habitué à vivre dans le monde souterrain qu'il devint soudainement inquiet. Le lendemain, alors qu'il se rendait à l'école avec Clara et Asmodeus, il réfléchit à l'offre d'Henry de le ramener dans le royaume humain. Mais ses amis sont devenus inquiets parce qu'il n'agissait pas comme d'habitude. Ils décidèrent de lui préparer un repas pour lui remonter le moral. Mais il finirait par se battre comme des chats et des souris. Ils ont donc conclu un accord pour voir qui pourrait préparer le meilleur plat. De retour à la maison ce jour-là, Clara a fait de son mieux pour faire ressortir le chef cuisinier qui sommeille en elle. Mais elle a eu l'impression qu'il manquait quelque chose au plat. Sa mère lui expliqua alors que l'ingrédient le plus important dans la cuisine était l'amour. Ainsi, après avoir entonné une chanson spontanée, toute la famille a envoyé des baisers dans la marmite. Pendant ce temps, Asmodeus essayait de trouver le meilleur plat à préparer pour Iruma. Son majordome lui suggéra de préparer un plat de poisson, ce qui fit reculer Asmodée car il avait peur du poisson. Mais parce qu'il voulait remonter le moral d'Iruma, il mit ses craintes de côté et prépara le plat. Le lendemain, à l'école, ils présentèrent à Iruma leur plat, qu'il mangea et annonça qu'ils étaient délicieux. Mais Asmodée et Clara ont demandé lequel était le meilleur. Au lieu d'en choisir un, il mélangea les deux plats et le leur donna à manger. Et ils convinrent tous les deux que c'était savoureux. Alors qu'Iruma les regardait se chamailler, il conclut que la vie dans le Netherworld n'était pas si mauvaise et décida qu'il y resterait avec ses nouveaux amis et sa famille.